Bienvenue dans Secrètes de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. On va commencer avec une stat un peu brutale, hein. Apparemment, il y aurait près de 9 salariés sur 10 qui abordent leur entretien annuel avec une préparation quasi inexistante, hein. Et le résultat, il est presque toujours le même. Pas d'augmentation, pas d'évolution, et puis cette frustration silencieuse qui s'installe pour toute l'année. C'est ça. L'erreur la plus coûteuse, je pense, c'est de voir ce rendez-vous comme un simple bilan. Un truc un peu passif. On espère secrètement que notre manager va deviner notre valeur, nos efforts. Mais ça, c'est une erreur fatale. Un manager, il gère des budgets, il gère une dizaine d'autres personnes qui ont les mêmes attentes. Il ne peut pas être dans notre tête, c'est impossible. C'est clair. Et c'est justement ça l'objectif aujourd'hui, c'est de déconstruire complètement cette approche passive. La promesse, elle est simple. À la fin de notre discussion, l'entretien annuel ne sera plus jamais vu comme un jugement qu'on subit. Ah oui, mais comme ce qu'il est vraiment, le moment de négociation stratégique le plus important de l'année. L'idée, c'est de ne plus jamais arriver les mains vides en se disant on verra bien ». D'accord, le programme est très clair, on quitte la posture de l'élève qui attend sa note. Voilà. Pour adopter celle de l'architecte de sa propre carrière. Alors, pour où on commence pour opérer cette transformation? Pour transformer ce qui est souvent une épreuve en une vraie opportunité. On commence par bien comprendre le problème. Et comme souvent on a tendance à se concentrer sur le mauvais, Le problème de surface, j'imagine qu'on connaît tous. C'est le stress, la peur d'être jugé, ce sentiment un peu désagréable de devoir se vendre. exactement. Mais ça, ce ne sont que les symptômes. Le vrai problème, celui qui est sous la surface, c'est une méconnaissance profonde des enjeux réels de cet entretien. C'est-à-dire, On croit que c'est un monologue sur nos performances passées. Mais en réalité, c'est un dialogue sur l'avenir. Pour l'entreprise, ce n'est pas une corvée administrative, hein. C'est un outil de gestion des talents. Et pour le salarié, c'est de loin le principal levier pour piloter sa carrière. Ne pas le préparer, ce n'est pas juste un oubli. C'est perçu, consciemment ou non, comme un manque de vision et d'engagement. je vois. Mais beaucoup de gens pensent que les faits parlent d'eux-mêmes. Si j'ai objectivement atteint tous mes objectifs, pourquoi est-ce que le simple fait de les lister, ça ne serait pas suffisant? Elle est où la faille? La faille, c'est que cette approche est réactive, elle n'est pas proactive. D'accord. Elle échoue parce qu'une liste de tâches, même si elles sont accomplies, ne démontre pas la valeur ajoutée. Dire « j'ai bouclé le projet X », ça ne dit rien. Est-ce que le projet a été rentable? Est-ce qu'il a amélioré la vie des clients? Est-ce qu'il a fait gagner du temps à l'équipe? Ah oui, c'est la différence entre dire « j'ai bien travaillé » et prouver comment ce travail a servi une vision plus large. C'est exactement ça. Une liste de faits passés, ça ne démontre pas le potentiel futur. Et c'est ça qui est au cœur de la discussion. Le manager, il n'évalue pas seulement l'année écoulée, il essaie de se projeter. Il se demande sur qui je peux compter pour les défis de l'année prochaine. Précisément. Et une simple liste de tâches ne répond absolument pas à cette question. Attendez, ça c'est un vrai changement de perspective. J'aurais instinctivement commencé par lister mes réussites, par me regarder un peu le nombril, quoi. C'est normal. Et là, vous dites que la première étape de préparation, elle ne commence pas par soi, mais par une analyse de l'entreprise. C'est complètement contre-intuitif. C'est pourtant le premier angle mort, et le plus crucial. Le contexte est plus important que le contenu de vos accomplissements. Avant même de lister vos succès, il faut comprendre le terrain de jeu. Ok. Est-ce que l'entreprise est en croissance explosive ou en rationalisation des coûts? Quels sont ses projets stratégiques pour l'année qui vient? Une demande d'augmentation, elle aura infiniment plus de poids si elle est présentée non pas comme une récompense, mais comme un investissement. On passe d'une logique de mérite Oui, à une logique de contribution future. précisément. Vous ne dites plus « j'ai bien travaillé, donc je mérite plus ». Non. Vous dites « voici les défis de l'entreprise » et voici comment mes compétences, si on les développe ou si on les rémunère mieux, vont vous aider à les surmonter. Ça change toute la dynamique de la conversation. Et j'imagine que ça s'applique aussi directement à la question du salaire. On a souvent un chiffre en tête, basé sur l'inflation ou sur ce qu'on pense qu'un collègue gagne. Ce qui est la pire base de négociation possible. C'est purement subjectif, émotionnel. Ouais. C'est là qu'intervient l'importance capitale de benchmarker sa rémunération.
Il existe des études, des outils en ligne fiables. Le but, c'est de baser sa demande sur des données de marché objectives. Et ça dédramatise complètement la discussion. Ce n'est plus « je veux plus », c'est « voici la valeur de ce profil de compétences sur le marché aujourd'hui ». Ça dépersonnalise la demande et ça la rend presque indiscutable sur le fond. Et ce qui est fascinant, c'est que la négociation ne se limite pas au salaire. Ah, Dans un contexte budgétaire serré, une formation certifiante, des jours de télétravail en plus, une évolution de l'intitulé du poste, ce sont des leviers tout aussi puissants. Ne pensez qu'au salaire, c'est se priver de plein d'options. D'accord, donc le cadre extérieur est posé. La santé de l'entreprise, le marché, mais il faut bien en venir à parler de soi. Et j'imagine que c'est là qu'on tombe dans le piège de la liste de courses dont on parlait. oui, alors qu'en fait, il faudrait plutôt raconter une histoire. C'est le deuxième angle mort. On ne présente pas un bilan, on raconte une histoire. La puissance du storytelling dans ce contexte est immense. Un manager, il entend des dizaines de bilans factuels, froids, interchangeables. Ce qui marque, c'est un récit cohérent, percutant. Pour ça, la méthode la plus efficace, c'est la méthode STAR. Situation, tâche, action, résultat. Exactement. Donnons un exemple concret. Au lieu de dire « j'ai augmenté les ventes », on dirait « la situation, c'était une baisse de 10% de nos ventes sur le secteur Est ». C'est factuel, c'est précis. Ma tâche, c'était de renverser cette tendance. L'action que j'ai menée a été de mettre en place une nouvelle campagne de prospection ciblée sur un segment qu'on négligeait. Et le résultat, ça a été une augmentation de 15% du chiffre d'affaires dépassant l'objectif. Voilà. Vous voyez la différence? Ce n'est plus une affirmation, c'est une démonstration. C'est concret, mesurable, ça a de l'impact. Et est-ce qu'il y a un piège à éviter avec cette méthode ? Le risque de paraître trop mécanique, trop corporate. Le piège, ce serait de ne l'appliquer qu'aux réussites purement chiffrées. Il faut un équilibre. D'accord. Les réussites quantitatives, les chiffres, ce sont les preuves. Mais les réussites qualitatives sont tout aussi importantes. Avoir amélioré un processus qui fait gagner 2 heures par semaine à l'équipe. Avoir résolu un conflit. Ce sont des éléments qui démontrent des compétences comportementales, le fameux savoir-être. La source suggère même de préparer un document de synthèse. Ça peut paraître un peu excessif, non ? Le manager pourrait le prendre comme un excès de zèle. C'est une crainte légitime, mais c'est l'inverse qui se produit si c'est bien fait. Un document d'une page, clair, visuel, ce n'est pas un signe d'agressivité. C'est un signe de professionnalisme. De grand professionnalisme. Ça montre que vous avez pris le temps. Et surtout, ça laisse une trace matérielle. Votre manager, il peut s'appuyer dessus pour défendre votre cas plus haut. En fait, vous lui donnez les outils pour vous aider. C'est un acte de collaboration. C'est très clair, on a le contexte, on a l'histoire, structurée. Mais tout ça, ça part du principe que la discussion va être positive. La source aborde un troisième angle mort qui est peut-être le plus surprenant. L'idée que la négociation se gagne en préparant le non. C'est le point qui démontre le plus de maturité professionnelle. Refuser de penser au non, c'est se mettre dans une situation de tout ou rien. C'est une impasse assurée. Préparer un plan B, ce n'est pas anticiper l'échec. C'est ouvrir la discussion. C'est prouver qu'on est là pour trouver une solution, pas pour imposer une demande. Donc ce n'est pas un plan de secours, c'est plutôt un plan de discussion. Si l'augmentation de 10% n'est pas possible, qu'est-ce qu'on met sur la table haut ? Exactement. Est-ce qu'on peut envisager 5% maintenant et 5% dans 6 mois? Est-ce qu'une formation de grande valeur peut compenser? Ça transforme un non sec en un pas comme ça, mais voyons comment. Vous restez maître de la conversation. Et cette anticipation du non, ça vaut aussi pour nos propres points faibles. Personne n'est une année parfaite. On a tous des objectifs qu'on n'atteint pas à 100%. Et la pire stratégie, c'est de les cacher sous le tapis. Parce que votre manager, lui, ne les a pas oubliés. Non, c'est sûr, donc il faut les anticiper. C'est à vous d'amener le sujet le premier, préparer une analyse factuelle, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai appris de cet échec, et surtout, quelle solution je propose pour que ça ne se reproduise pas. C'est un changement de posture total. On passe de la défensive, où on subit la critique, à la maîtrise du récit, même sur les points faibles. Et c'est une compétence infiniment plus précieuse pour une entreprise. La capacité à analyser un échec et à en tirer des leçons, c'est le signe d'un vrai potentiel. Tout ça est très éclairant sur la philosophie à adopter, mais pour que ce ne soit pas trop abstrait, j'imagine qu'il y a un plan d'action concret, une sorte de checklist. Absolument. On peut tout cristalliser dans un cadre d'action en 5 étapes très claires. On passe du pourquoi au comment. Alors, allons-y. Étape 1. Étape 1,
le bilan complet. On collecte toutes les preuves, les emails de clients, les chiffres de performance. C'est un travail d'archéologue sur sa propre année. Et on analyse honnêtement les objectifs manqués, en préparant déjà les explications. C'est notre base de données. Ok, l'inventaire est fait. Ensuite, on lève la tête du guidon. C'est l'étape 2. L'analyse de l'environnement. C'est ce qu'on disait. On étudie la santé de l'entreprise, on benchmark son salaire, on identifie les besoins de l'équipe. L'objectif, c'est de positionner ces demandes comme des solutions logiques. Vient ensuite la stratégie pure. Étape 3, la stratégie de négociation. Là, on devient stratège. On hiérarchise ces demandes. Qu'est-ce qui n'est pas négociable? Qu'est-ce qui est une option? Et pour chaque demande, on prépare des arguments gagnant-gagnant. Et, moment crucial, on définit son plan B. Une fois que la stratégie est claire dans notre tête, il faut la rendre audible. C'est l'étape 4, la structuration du discours. C'est la mise en scène. On construit son storytelling, on choisit ses 3 réussites les plus parlantes, on les structure en stars, et le conseil le plus simple et le plus puissant, on répète sa présentation à voix haute. Pas dans sa tête, à voix haute. À voix haute. Ça fluidifie le discours, ça chasse l'éthique de langage et ça donne une confiance phénoménale. Et la 5e et dernière étape, c'est se mettre dans la tête de l'autre, j'imagine. C'est l'anticipation du dialogue. On liste les questions que le manager va probablement poser et on prépare les réponses. Mais on fait aussi l'inverse. On prépare nos propres questions. Des questions intelligentes sur la stratégie, sur ses attentes. Ça démontre une posture proactive. L'entretien redevient un dialogue. La préparation semble herculéenne, mais en fait, c'est un cadre qui guide et qui rassure. Une fois que tout ça est fait, il reste le jour J. J'imagine qu'il y a des points d'attention pour ne pas tout gâcher. Oui, la forme est au service du fond. 2 points sont essentiels. Le premier, c'est la communication non verbale. Une posture droite, un contact visuel, une voix posée. Le corps doit être aligné avec le discours. Le deuxième point, c'est la capacité à rester à l'écoute. Même avec le meilleur script, il faut savoir s'adapter. Si le manager ouvre une porte, il faut savoir la saisir. S'il exprime une contrainte, il faut savoir l'entendre et pivoter sur son plan B. Ce n'est pas un débat à gagner, c'est une solution à co-construire. C'est la meilleure synthèse possible. Alors, si on devait distiller l'idée centrale de tout ce qu'on vient de dire en une seule phrase, ce serait quoi? L'entretien annuel n'est pas une évaluation que l'on subit, mais une négociation que l'on pilote. La différence entre la stagnation et la progression, elle se joue quasi entièrement dans la qualité de cette préparation. Finalement, c'est une décision à prendre sur sa propre posture professionnelle, en fait. C'est exactement ça. La question n'est plus de savoir si on aura une augmentation, mais de décider si on va continuer à aborder ce moment en mode loterie, en espérant le meilleur, ou si on va enfin impliquer un cadre stratégique pour prendre le contrôle. Et ça soulève une dernière question. Une pensée pour la suite. Une fois l'entretien terminé, les poignées de main échangées, comment s'assure que les décisions prises ne restent pas lettre morte? La vraie préparation pour l'entretien de l'année prochaine, est-ce qu'elle ne commence pas dès le lendemain de celui-ci en documentant chaque mois les avancées et en suivant les engagements pris des 2 côtés? Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.